c'est une maladie auto-immune. Et ma fille, Charlotte, me disait, mais papa, m'a dit une fois, si tu es capable de fabriquer cette maladie-là, tu as peut-être la capacité à guérir. C'est du haut de ses 12 ou 13 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Et cette phrase-là m'a fait tilt, en fait, vraiment. Je me suis dit, ah oui. Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite avec moi à venir découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous présenter André de Châteauvieux, un psychanalyste au parcours atypique, un poète des temps modernes, avec une personnalité d'une grande profondeur. Vous trouverez dans la description du podcast des liens vers les ouvrages qu'il a pu rédiger, les plus anciens dans l'univers du coaching, ainsi que le dernier ouvrage co-rédigé avec Eva Matessans qui s'appelle « Érotiser l'entreprise » pour des rapports professionnels sans complexe. Et je vous propose de commencer à le découvrir à travers la première question que je lui ai posée et qui avait rapport avec les raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. Alors, oui, c'est un voyage à travers le temps auquel je vais m'attacher là. La première réponse qui m'est venue dès que vous avez posé la question, c'est le bébé thérapeute. En fait, j'ai pas conscience de ce temps-là de moi. Moi, je pense que j'avais déjà ça dans le sang, dans les veines, compte tenu du contexte dans lequel je suis arrivé sur la Terre. Et donc, j'ai une mère qui est plutôt vitalisante, mais voire un peu excitante en fait. Et donc, surtout dans tous les sens du terme. Et donc, je pense que le code source de mon élan vers l'autre, il s'origine à cet endroit-là. De prendre soin, c'est un bien grand mot, c'est une logique de survie. C'est le bébé comprend très vite qu'il est un être dépendant. Et tout ça, c'est de la théorie, mais en vous en parlant, je pense que j'ai vraiment vécu ces choses-là. Il a besoin de sécuriser cet environnement-là en prenant soin, mine de rien, de l'être qui doit prendre soin de lui, de la mère en l'occurrence. Et donc, j'arrivais moi dans mon père, je le dirais peut-être, là c'est un peu pudique, mais qui est aristocrate. Ma mère est d'un univers très modeste. Et ces deux-là se sont mariés et ça a créé une mésalliance en fait, vu des deux sur les deux plans, vu de chacune des familles. Donc j'ai une sœur devant moi et un frère devant moi. Je suis arrivé en 3e position et c'était un univers assez chaotique, assez complexe. En 3e et dernier ? Non, alors j'ai derrière moi 2 autres garçons. Voilà, et donc une famille nombreuse. Et puis ça, c'est quelque chose dont je me souviens pas, mais après à l'adolescence. L'adolescence, c'est le pubertaire qui bat son plein. Et moi-même, j'étais un être excité, attiré par les autres filles, et je voyais bien que l'univers dans lequel je baignais, était quand même empreint d'interdits. Et donc j'avais une posture plutôt, non pas me soumettre à l'univers dans lequel je me retrouvais, mais plutôt au contraire essayer de transgresser certains codes, sortir de chez moi. Donc je me suis très vite baladé, j'allais dire, dans un dilemme qui est soit me soumettre à l'univers dans lequel j'étais assigné au fond, qui est un univers sous le signe du dilemme, noblesse ou paysannerie, sang bleu ou sang noir. Ma mère tout ça s'est passé à l'île de la Réunion en fait. La mésalliance de mes parents s'est passée à l'île de la Réunion, mais ils ont quitté la Réunion parce que cette alliance-là n'était pas cohérente avec le milieu. Et donc moi, je suis né en métropole, comme on dit, mais il y avait quelque chose aussi d'une forme de trajectoire géographique qui était un petit peu brisée, en fait. Et donc je me suis retrouvé dans cet univers avec, pour être conforme au milieu, me soumettre. Et ça, j'ai bien réussi. Je viendrai après sur ma première partie de vie professionnelle, prendre les codes d'un milieu, mais aussi, à contrario, tout en ambivalence, la capacité à me rebeller, transgresser les codes du milieu. Donc ça, je reviens vraiment, c'est une plongée en enfance. Je pensais pas aller si loin en enfance, mais en adolescence, un confrère dit, l'adolescence, c'est un vieux bébé. C'est-à-dire qu'il a tous les codages de sa prime enfance qui vont se ressurgir plein pot, parce que la pulsionnalité bat son plein, le sexe, la violence battent leur plein. Et donc, j'étais dans ce dilemme-là.
prendre soin, me soumettre, ou au contraire me rebeller et déchaîner une forme de violence d'adolescent. Hein, j'étais pas un délinquant, pas encore. Et donc, du coup, quand vous dites que finalement vous étiez un bébé thérapeute, Oui. c'était dans le sens où vous avez compris très vite que vous aviez un rôle thérapeutique à jouer. Du coup, là, vous parlez beaucoup de votre mère. Est-ce qu'il y a aussi une idée de contexte? C'est-à-dire que votre simple présence était thérapeutique dans la relation, je sais pas moi, entre les parents ou familiale de manière plus large? Ah oui, merci, je l'avais pas vu comme ça, ou je redécouvre souvent quand je dis je l'ai pas vu. C'était effectivement dans la dyade mère-enfant, celle que j'ai pointée, qui me préoccupe beaucoup encore, toujours, et que je déplie sur le divan. Euh, il y a aussi la relation horizontale avec la fratrie. Et donc, vous m'avez questionné, ça m'a intéressé. Vous avez dit, mais est-ce qu'il y en avait derrière moi? Oui, il y en avait derrière moi, deux frères. Je me suis assujetti, je veux dire, je me suis autoproclamé. Sans doute qu'il y avait des signes de ma mère et de mon père, hein, pour que j'ai aussi cette place-là dans la fratrie, mais j'ai pris, il n'y a pas d'héritage pour moi, il n'y a pas d'héritage, c'est moi qui ai pris, même s'il y avait des messages implicites ou explicites pour que je sois le calmant du système familial, j'ai pris ce rôle-là. Et donc j'avais une fonction thérapeutique, je ne sais pas, c'est un bien grand mot, mais sans doute une fonction calmante dans cette fratrie-là, surtout vis-à-vis de ma sœur aînée et de mon frère aîné, qui eux étaient passés les premiers avant moi, et qui avait une manière d'être avec nos deux parents euh, assez ravageuse en fait. Et donc, ayant vu la difficulté à être dans cette famille-là sur un mode pulsionnel qu'ils assumaient, ces deux-là, j'ai pris une position plutôt, Freud parlait de par-excitation, comme un paratonnerre, j'ai pris une position par-excitante. Et vous savez, l'image que j'ai en tête quand vous racontez l'histoire, c'est un petit peu comme si vous étiez vous au centre d'une balance ou d'un métronome qui bascule d'un côté et de l'autre, où vous êtes parfaitement au milieu de la fratrie. Et c'est comme si il y avait tout le temps une dichotomie quoi, entre est-ce que je suis issu de la noblesse, de la paysannerie, et puis j'alterne comme ça entre les deux, comme un funambule sur un fil. Et finalement, j'ai l'impression que vous jouiez ce rôle d'équilibre dans votre fratrie ou dans votre famille, en jouant ce rôle de thérapeute, bien évidemment. Mais du coup, j'imagine avec son lot de paradoxes. Je crois que c'est le propre de chaque humain. Nous sommes pétris de dilemmes, de conflits intrapsychiques. Et moi, et c'est pas pour faire genre, hein, pour faire singulier, mais moi, ça prend occurrence, ça s'instancie dans des trajectoires sociologiques, la noblesse et la paysannerie, le sang bleu, le sang noir. Ma mère est sans doute issue d'une lignée d'esclaves. L'une de ses sœurs revendique cette identité-là. Mais ma mère s'en cache. Donc, c'est sociologiquement codé. Et en plus, c'est pour moi, entre se soumettre et ou au contraire se rebeller, il y a ces dynamiques ambivalentes qui sont à l'œuvre, en fait. Mes frères sont bien plus, au fond, quand j'ai pris parole sur cette question-là, je me dis, mes frères qui me suivent, mes frères cadets, sont bien plus calmes que moi, au fond. Ceux du dessus sont beaucoup plus vindicatifs et ceux du dessous beaucoup plus calmes. Alors, et vous êtes le parfait équilibre, le point de rupture. Oui, il y a comme si, à partir de moi, il y a quelque chose qui avait changé officiellement, enfin, visiblement. Et donc, du coup, ce point de bascule ou ces paradoxes, si j'ai bien compris, ils se sont aussi manifestés dans votre vie professionnelle, au-delà de la vie personnelle et familiale. Tout à fait, oui. J'ai cherché très tôt, moi, à quitter cette famille-là. À 17 ans, j'avais un bac scientifique, donc ça, c'était un programme auquel j'étais assigné, mais auquel je me suis moi-même assigné, c'est être le meilleur, hein, être le meilleur de la famille, de mes frères. Alors, meilleur, ça veut rien dire aujourd'hui, c'est vaniteux, mais pas tant que ça. Donc, j'avais fait un bac C, un bac scientifique, on dit S maintenant. Et puis après, je me suis retrouvé dans un temps un peu un no man's land. J'avais aussi décidé de faire une PMS, je ne sais pas si il existe encore, une préparation militaire supérieure, pour être aussi le meilleur. Je ne voulais pas me retrouver dans la troupe. Donc, cette dynamique-là, d'être toujours au-dessus du lot. Donc, après mon bac, j'ai fait l'armée, comme on dit, mais en position d'officier. Et ça m'a donné un répit pour savoir ce que j'allais faire après. J'ai fait des études d'économie. Aujourd'hui, on dirait un master en fait d'économie. À l'époque, ça n'existait pas, un DEA. Et puis, je me suis engagé ensuite très vite dans le conseil, dans un grand cabinet, enfin de formation plutôt, sur des problématiques d'organisation, de management.
Bon, ça allait bien avec la logique économique, en fait. C'était comment aller plus vite sur des processus de mise sur le marché, par exemple des médicaments, comment réduire les coûts, enfin des problématiques dans lesquelles j'étais bien, qui avait une dynamique assez barbare. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de violence et de sexualité. Il y a dans les métiers du conseil, je ne sais pas si vous avez des auditeurs de ce type-là, mais il y a dans les métiers du conseil une forme de violence feutrée, en fait. Et ça, j'ai ça aussi dans le sang. Cette capacité à réduire les coûts drastiquement, à créer des ruptures d'organisation. Donc, j'ai passé... là, il n'y a pas de côté thérapeutique. C'était vraiment... Je me laissais aller à une forme de violence agie, au fond, sur des systèmes d'organisation. Quoique, j'animais des groupes, des équipes, et je les animais pas en mode conseil. Je suis incompétent sur les processus de mise sur le marché d'un médicament, par exemple. Mais il y avait chez moi la capacité à créer une ambiance qui permettait à des acteurs occupant différentes places dans l'organisation, le marketing, la R&D, à se parler ensemble. Et c'était une fonction de médiation, j'ai envie de croire. Hein. Ils pouvaient regarder ensemble la carte d'un processus de mise sur le marché, par exemple. Et donc, c'était apaisant. Et on trouve le dilemme que vous avez souligné tout à l'heure, l'ambivalence, c'est qu'il y avait à la fois une ardente obligation à aller plus vite et à réduire les coûts, et en même temps, ça ne pouvait pas se faire dans une ambiance calmante, en fait. Donc, j'étais à la fois pas thérapeute, hein, ce serait trop, mais une capacité à ce que les gens se pensent ensemble dans un contexte qui n'est pas rivalitaire, le moins possible rivalitaire. J'arrivais à créer ça. Et c'est sans doute la position que j'ai eue, que j'ai décrite rapidement quand j'étais plus jeune, hein, dans un milieu chaotique. C'est Guy Oslos qui évoque ça dans La compétence des familles. Dans une famille chaotique, il y en a un qui prend le rôle d'ambassadeur et qui va essayer de temporiser, de créer une homéostasie. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années dans le conseil. Est-ce que cette période-là vous a permis de développer des compétences d'agressivité, vous le diriez comme ça, qui ont été ensuite utiles pour être, d'une certaine manière, rassurant auprès de ces professionnels qui voyaient en vous quelqu'un qui n'était pas dénué de griffes, d'une certaine manière, pour pouvoir attaquer si besoin, se défendre si besoin, et ça peut être rassurant pour ces acteurs-là. Ah oui, je croyais que vous alliez faire le saut, parce que vous connaissez un petit peu ma trajectoire professionnelle, directement sur l'art de guérir par le conflit. Hein, pas encore, mais on est bien. D'accord. Donc, votre question, c'est est-ce que ma violence... Compétence agressive, moi, je dirais. Oui, ah oui, vous vous intéressez beaucoup à la question d'agressivité. Est-ce que ma compétence agressive était, pardon, je vous fais répéter. Était d'une certaine manière indispensable pour pouvoir jouer ce rôle-là que vous avez joué à ce moment-là, avec ces acteurs qui venaient du monde de l'entreprise ou de l'économie, et qui finalement font leur travail dans un milieu qui peut être d'une extrême violence, qui est assez agressif. Il faut disposer d'une bonne compétence agressive dans ces milieux-là. Et vous disiez, finalement, les gens pouvaient, en votre présence, commencer à se parler. Et ça, je me dis, il faut se sentir en sécurité pour pouvoir parler, pour pouvoir dire aux autres ce que l'on pense et pour pouvoir libérer la parole. Que ça ne peut se faire, probablement, qu'en présence d'une personne qui nous rassure. Et est-ce qu'une personne peut nous rassurer si elle n'est pas agressive, si elle n'a pas la capacité à l'être ? C'est étonnant, ça me met dans un trouble étonnant. C'est la question du seuil, en fait. Évidemment que pour être reconnu par ces milieux barbares, hein, il y a une forme de barbarie dans les commandes qui m'étaient adressées par des patrons. Hein, j'avais appelé ça, il y a une époque, ça n'existe plus, je pense, sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelait le re-engineering. Re-engineering, donc c'est un mot en anglais, et moi j'avais baptisé ça en français les 4 R: rupture, radicale, rapide et risquée. Ah oui, d'accord. Donc j'avais les codes donc c'était, on prend des processus de mise sur le marché ou une supply chain, on appelait ça à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, de fabrication, une ligne de production. Et il s'agissait de réduire les coûts. Aujourd'hui, on parle de méthode agile, de lean management dans les univers industriels. Et donc il me fallait avoir ce codage-là en apparence, mais il n'était pas qu'apparent. J'avais ça dans les veines, la capacité à une forme de violence des échanges en milieu tempéré, hein, le conseil et les organisations industrielles. C'est ça qui fabrique de la souffrance au travail, le contrat subalterne, le contrat du salariat dans des milieux industriels. J'avais ça, mais pas que. C'était une manière d'être reconnu, mais pas que. Voilà. Et j'avais aussi tout son contraire. C'est l'ambivalence. Hein. J'ai aussi tout son contraire parce que c'est fatigant psychiquement, physiquement, d'être toujours à cran, d'être toujours dans cette forme d'agressivité. Donc, je savais créer des espaces, temps. J'avais appelé ça la méthode studio.
où tous les 15 jours ou tous les mois, une équipe projet se retrouvait en ma présence pendant une demi-journée. C'était pas un groupe thérapeutique, mais c'était un groupe de parole où chacun des acteurs, des protagonistes, pouvait partager ses difficultés sur le processus de production, par exemple, étudié. Donc c'était violence, mais pas que, et tout le contraire. Avec peut-être des effets thérapeutiques qui n'étaient pas les premiers visés par ces groupes-là, mais qui pouvaient arriver dans un second temps. Tout à fait. Alors, comment s'est opérée la bascule entre ce premier métier et la suite? Donc, un élément assez... Je n'ose pas, je parlais d'effet de seuil, là, juste à l'instant, sur la violence. En fait, la violence dans laquelle j'étais plongé, pas malgré moi, mais grâce à moi, il n'y avait pas de corps défendant, s'est retourné contre moi. J'ai déclenché une maladie assez grave, qui tout va bien. Aujourd'hui, il y a eu rémission inexpliquée, mais pas si inexpliquée que ça. C'était une spondylarthrite ankylosante, c'est-à-dire que je ne pouvais plus ni marcher, ni courir, ni écrire. Et pourtant, c'était les attributs de ma puissance, les éléments de mon identité. J'allais à Moscou, tout ce que j'évoquais là, Lyon, Sophia Antipolis, Moscou, j'étais un des Jedi, j'allais dire, du re-engineering en France, dans ce cabinet de conseil. Et pour ça, on me sollicitait partout en France et un peu en Europe. Et donc, je courais, je prenais l'avion beaucoup, j'avais des amplitudes horaires un peu dingues, et j'écrivais aussi, au paperboard. C'est-à-dire sauf que cette maladie-là m'ankylosait, en fait. C'est que je ne pouvais plus... il y a eu à un moment donné, c'est une inflammation, en fait, des articulations, et donc ça m'a stoppé net dans ma course. J'ai rencontré un rhumatologue qui m'a dit ce que j'avais, qui a posé un diagnostic, et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça, que j'arrête cette espèce de course effrénée, après je ne sais quoi d'ailleurs. Et donc, il y a eu traitement, puis rémission, et j'ai quitté le salariat, et j'ai décidé de m'installer en indépendant en tant que coach. Je n'étais pas vraiment coach, mais c'était la marque de fabrique du moment. J'ai surtout commencé un travail thérapeutique important sur moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans cette violence que vous avez pointée, en même temps tout le contraire, l'effet thérapeutique que j'avais sur certains groupes, il est vrai. Et donc, je suis formé au coaching, j'ai créé mon activité, que j'ai appelé l'art de changer. Aujourd'hui, j'en rigole, j'en ricane parce que je ne sais pas s'il y a un art de changer, il y a un art de se changer soi, mais c'est au prix d'oser s'allonger, en fait. Ce qui m'a le plus apaisé, je crois, c'est de pouvoir m'allonger sur le divan régulièrement, récurremment. Et ça fait une petite dizaine d'années que je me suis calmé en essayant de comprendre qui j'étais, pourquoi je vivais auparavant à 100 à l'heure. Mais j'ai fait un passage par le coaching pendant quelques années. Et puis très vite, j'ai compris que le coaching, qui était encore une forme de violence, je trouve, c'est une forme de dressage, développement, quoi qu'on en dise, quels que soient les mots qui ont cours dans ce milieu-là, du peuple coach, vouloir développer l'autre, quelle foutaise, au nom de quoi, en fait l'autre n'a pas forcément besoin de se développer, il a plutôt besoin de revenir à soi, de savoir pourquoi il veut se développer, etc. Et puis très vite, j'ai eu l'envie d'aller plutôt dans des approches thérapeutiques pour moi-même et pour les autres. Et aujourd'hui, je suis psychanalyste et en analyse, en contrôle, en supervision, et j'accompagne les personnes. Il y a quelques personnes qui me sollicitent pour du coaching c'est pas des personnes, ce sont des grandes organisations. Je renoue avec une forme de violence institutionnelle que j'ai évoquée dans mes premières années de vie professionnelle, mais c'est sur un mode psychanalytique. Oui, on voit bien à quel point vous renouez avec une partie de votre vie professionnelle d'avant, mais d'une manière qui soit armée différemment. C'est-à-dire que vous n'y allez pas aujourd'hui dans ces institutions, dans ces grandes organisations, avec le même bagage théorique. Vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez lorsque vous y étiez beaucoup sollicité par le passé. Donc, est-ce que vous diriez ça comme ça, que vous y allez aujourd'hui armé d'une manière différente ? C'est vrai qu'il y a quelque chose d'armé. J'ai un nom aristocratique, c'est un scoop, ça. C'est doublement aristocratique. Mon nom, c'est Darmand de Châteauvieux. D'accord. Darmand. Il y a le mot arme dedans. Oui, il y a du symbole là. Et les aristos ont des armes, en fait. Leur blason, il y a des armes. Et donc, je suis souvent sollicité un peu comme un avocat commis d'office.
Je suis le coach commis d'office de grandes institutions bancaires ou de soins. Par exemple, il y a des organisations qui sont spécialistes dans les shampoings, les crèmes de soins pour les femmes, etc. Je vais dans ces univers-là. Et l'arme, elle est ambiguë. C'est pour qui? Donc, c'est un contrat tripartite. On me propose d'accompagner un manager, par exemple, sur un mode intime, hein, mais en même temps, c'est l'organisation qui me commandite. Et donc, les armes dont je dispose, c'est est-ce que je les retourne contre l'institution? Est-ce que je fomente une mutinerie? Enfin, à partir du manager, c'est des choses très, très ambiguës, au fond. En tout cas, je sais que moi, je suis armé d'une capacité à ne rien rater, en fait. C'est que quand j'ai en face de moi une personne qui est désignée comme harcelante, par exemple, je n'ai pas à le rater, en fait. Il va feindre, cette personne va feindre sous forme de minauderie, de non, il est plutôt harcelé que harceleur. Les deux sont vrais. Chacun de nous est harcelant, harcelé, et donc je vais non pas le harceler, mais le confronter à une violence intime, dont on est acteur, chacun de nous. Juste pour la précision, à quel âge à peu près que vous aviez fait ce gros problème de santé qui a amené à un virage complet? Oui, donc j'avais 40 ans, en fait. J'ai 2 enfants, hein. J'étais beaucoup à l'extérieur, aller chercher du gibier symbolique, hein, je courais, etc. Et la maladie s'est déclenchée. Et ma fille me disait, mais c'est une maladie auto-immune. Et ma fille, Charlotte, me disait, mais papa, m'a dit une fois, si tu es capable de fabriquer cette maladie-là, tu as peut-être la capacité à guérir. C'est du haut de ses 12 ou 13 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Et cette phrase-là m'a fait tilt, en fait, vraiment. Je me suis dit, ah oui, une maladie auto-immune, j'ai parlé de violence retournée contre moi-même. Hein. Je me suis dit, oui, j'ai le pouvoir de... J'ai continué de courir, en fait. Je me suis astreint à continuer de courir, mais moins vite, en forêt, dans des univers plus... pas forcément pour l'univers professionnel. Voilà, donc je sais plus quelle était votre question. Oui, c'était 40 ans, voilà. Et du coup, c'est à cette période que vous avez découvert la psychanalyse ou est-ce que c'est plus tard? Alors non, j'ai fait beaucoup pendant 10 ans, de 40 ans à 50 ans. Je suis passé par des approches plus groupales et plus... Eva me parlait, l'autre jour, elle a eu un mot d'esprit. Eva est ma compagne qui est psychanalyste aussi, Eva Metezan, et elle parlait des thérapies à scandale. Je trouvais ça intéressant, on parle plutôt de psychodrame, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de travail en groupe, avec la Gestalt notamment, des thérapies du corps. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait des thérapies à scandale, j'ai envie de dire, où j'essayais d'expurger la violence, croyais-je, hein, qui était en moi, en l'expurgeant, en fait. Et ça marchait, mais pas vraiment, en fait. Après, j'ai compris que j'avais toujours les mêmes névroses, syndromes, la maladie il y avait eu rémission, mais j'avais toujours ces formes de, je lâche parfois, je sais pas si ça s'est déjà produit là depuis que nous parlons, des crapauds, enfin j'ai des manières de parler qui sont vociférantes, etc. Je fais des lapsus qui sont pas vraiment des lapsus, je sors des crapauds, et donc je voyais bien que c'était plus diffus comme manière d'être violent avec ceux avec qui je suis en relation, et je me suis dit, il faut vraiment que je me soigne, que je me traite, si j'ose dire. Et donc, j'ai commencé à m'allonger parce que ma vie a connu un autre tournant, un peu plus complexe à 50 ans. J'avais construit une vie, des enfants, je dis, voilà, j'étais depuis 30 ans en couple, et puis voilà, un peu comme mon père, j'ai jeté mon dévolu sur une femme, en l'occurrence Eva, et ça a brouillé toutes les cartes. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre comment... c'est Freud, hein, qui disait, l'analyse, ça permet d'aimer et travailler, de résoudre ces questions qui sont ontologiques pour les humains, aimer et travailler. Donc moi, sur le travail, j'avais à peu près réussi d'aborder un virage. Et sur les amours, j'avais besoin de me confronter à quelque chose qui en disait long sur des histoires de répétition. J'en parlerai peut-être tout à l'heure pour pas être trop abscon. La question de la répétition dans le couple. Alors j'ai une question qui me viendrait, mais je voudrais surtout pas être indiscret, mais je me demande du coup comment s'est passée la rencontre avec Eva. Vous faites un couple formidable qu'on peut suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai, quelque chose de très poétique chez vous dans la manière dont vous parlez, dont vous vous présentez sur ce type de réseau, mais aussi quelque chose de très poétique dans votre couple en général. Et donc, ça me pousse vraiment à la curiosité vis-à-vis de ce couple que vous avez formé, la manière dont vous vous êtes rencontrés, de l'impact
qu'elle a pu avoir du coup sur votre vie. Oui, donc chacun de nous étions un couple, on s'est rencontrés dans l'univers du coaching, j'étais encore en coaching, et puis il y a eu un coup de foudre, qui fait qu'on n'a pas pu résister l'un et l'autre, moi plus qu'elle, à cette attraction, à cette force d'attraction. Donc, votre question, c'est comment ça s'est passé. C'est délicat de dire comment ça s'est passé. Non, c'était qu'il y avait une force d'attraction. En fait, Eva est espagnole, étrangère à mes yeux, et réellement. Et j'ai évoqué tout à l'heure, mes parents sont issus de milieux sociologiquement, mais typés, enfin opposés. Et donc, j'ai parlé de répétition. Je pense que inconsciemment, je voyais en la personne d'Eva une étrangère. Mmh. Elle a des éléments d'étrangèreté. Hein. Et donc, j'avais envie de me colter à ça, inconsciemment. Je ne savais pas. Et donc, j'ai fait tout sauter, quoi. J'ai fait du re-engineering de ma vie, de père, enfin de couple. J'ai tout, voilà, parce que c'était une force irrépressible de sortir d'une forme de rail que j'avais moi-même construit. Le couple, bien sous tout rapport. Voilà, j'avais besoin d'aller dans le désordre, dans une forme de chaos. Elle était dans la big pharma, comme on dit, enfin dans un groupe pharmaceutique, et elle venait de quitter cet univers-là. Elle se prédestinait au métier de coach. Elle y restait que quelques mois. Et donc, elle a très vite décidé, comme moi, hein, d'aller plutôt en analyse pour elle et d'accompagner les personnes, non pas en tant que coach, mais en tant qu'analyste. Ça s'est joué à peu près en même temps, en fait. Nous avons deux conserves. Je sais pas, je suis en train de lire un roman là qui s'appelle Climax, et il dit, par 2-3 reprises, il écrit deux conserves. Et moi, je disais deux concerts. Donc, il faudrait que je demande à Google si c'est deux conserves ou deux concerts. Nous avons joué deux concerts, notre mutation, professionnelle, et pas que professionnelle, et de trajectoire de guérison, j'ai envie de dire. Hein. C'est une forme de guérison que prendre le chemin du divan pour moi, et pour elle, un setting qui est plus en face à face, mais peu importe. Donc, ça a été ensemble. Nous avons fait ça ensemble. Et du coup, ça fait plus de 10 ans maintenant que vous vous êtes lancé dans cette aventure. Est-ce qu'on peut en parler comme ça, d'une aventure ? Oui, c'est une aventure, oui. Aujourd'hui, les humains sont plutôt consuméristes, ils veulent tout de suite, tout de suite rapidement. Donc, l'analyse, c'est un parcours autant long, une aventure autant long, sans résultat garanti d'avance. Et donc, ils sont peu nombreux, les personnes qui veulent entamer un travail de ce type-là. Quand je vous entends, je ne peux pas m'empêcher de penser, mais vous allez me dire comment vous voyez les choses, que, comme vous le disiez un petit peu dans l'introduction, vous vous êtes construit assez souvent en opposition ou un petit peu à rebours. Et quelque part, le moment où vous décidez de vous intéresser à la psychanalyse, c'est aussi un moment dans lequel cette discipline-là est beaucoup plus critiquée qu'à une certaine époque. C'est vrai qu'en France, il y a plusieurs dizaines d'années, la psychanalyse était vraiment le courant le plus répandu, qui était vraiment le moins critiqué. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, au moment où vous y intéressez, c'est beaucoup moins le cas, un petit peu comme dans une posture d'outsider. Ah oui, c'est vrai qu'à l'échelle à l'horizon que vous décrivez là, c'est vrai que je l'ai évoqué en bafouillant au tout début de notre échange, mon côté rebelle, à rebours. Et sur la scène professionnelle, je rejoue ma partie. Hein. Je rejoue une partie qui est à rebours d'eux. Mais c'est vrai que c'est moi qui étais amoureux des croissances à 2 chiffres quand je faisais du conseil rapide. Aujourd'hui, c'est une forme d'assignation à la croissance. Enfin, c'est même plus de la croissance, c'est une forme de frugalité joyeuse, heureuse, choisie, j'ai peu de patients, mais ceux que j'accompagne, je les chéris, enfin, à tous les sens du terme. Enfin voilà, c'est un travail plus qualitatif au fond. Donc aujourd'hui, vous recevez des personnes qui viennent consulter pour une analyse dans le cadre libéral, et vous êtes également enseignant ? Oui, à l'université. Alors, le coaching, je ne l'ai pas vraiment quitté puisque ça fait 20 ans maintenant qu'il y a un master à Paris 2, master de coaching, qui s'est créé depuis 10 ans. D'abord, c'était un DU, mais depuis 10 ans, il est devenu master. Et donc, j'enseigne. Alors, je fais de la supervision de coach. Et j'enseigne la supervision, on n'enseigne pas la supervision, je supervise le collectif des coachs qui chaque année se forment au coaching.
Et donc, voilà, je fais aussi de la supervision de coach, mais c'est une supervision dite analytique, c'est-à-dire analytique, c'est tout simple, enfin, me semble-t-il, hein, c'est pourquoi je veux faire ce métier de coach. C'est la question que je pose aux coachs insistamment, récurremment, c'est parce que c'est un marqueur du transfert. Chaque coach va répondre à cette question avec ses mots à lui. Il va dire, je veux développer les personnes, je veux m'occuper des enfants, je veux m'occuper des parents. C'est souvent parce que c'est là où son bas blesse, en fait. C'est qu'il va prendre en otage, je le dis, sans détour, une cible de patientèle parce qu'il est lui-même bloqué, abîmé à cet endroit-là, en tant qu'ado, en tant qu'enfant, selon tout ce qu'il va dire va être retenu pour lui, de son futur désirable. Voilà, donc c'est l'analyse du transfert au fond. Et le roman de vie du coach en dit très long sur où est-ce que son bas blesse en fait. Et du coup, vous arrivez à les accompagner dans cette démarche d'élucidation dans, j'imagine, un temps record, puisque je ne sais pas combien de temps prend la formation d'un coach, mais j'imagine que ça doit être quand même assez bref. Cette question-là me marque parce que je suis c'est une séance par mois à Paris 2, de 3 heures en plénière. Alors l'année qui vient de s'écouler était via Zoom, enfin à distance. Ça m'a mis beaucoup au travail, c'est comment faire penser un coach en devenir sur cette question-là massive du transfert. Et donc, oui, je réussis, c'est suspect ce mot-là chez moi, je réussis rien, mais je crée un dispositif de réflexivité qui permet à des professionnels, j'allais dire du soin, non, quoique le coach a une facette soignante, mine de rien, même si ça prend des atours de performance, de développement, de soft skills, enfin toute la novlangue anglaise. Je crée des dispositifs, une ambiance qui permet à chacun, si affinité, de s'interroger sur pourquoi je choisis de développer les autres, de les faire grandir, pourquoi je choisis telle cible de clientèle, on parle de clients, pas de patients en coaching. Voilà, ce matin, je me disais, donc la deuxième séance, c'est dans 15 jours, et je suis en train de préparer cette séance en me disant, qu'est-ce que ça peut être simple de se laisser porter par les associations libres, y compris en coaching. Et ça ne tient qu'à moi, André Châteauvieux, de créer l'espace qui va permettre de retrouver le code source du pourquoi je veux faire ce métier de coach. Et donc, voilà, je suis dans un état un peu bizarre. Je me dis, ça peut être ni violent, parce que j'ai une tendance à vouloir, comme ça va très vite, un master de coaching, c'est 280 heures, je crois. Moi, j'ai 6 séances de 3 heures. C'est comment, en 6 séances de 3 heures, leur faire toucher du doigt que c'est l'inconscient qui parle au fond dans ce choix de trajectoire. Parce que ce sont des étudiants, mais ils ont la quarantaine, la cinquantaine, ou parfois mon âge, et donc ils sont dans une boulimie, un désir de coacher. Et il faut, j'ai l'envie, moi, c'est mon désir d'analyste, de leur faire toucher du doigt que c'est pas dans les outils qu'ils vont apprendre à la fac, mais dans l'outil qu'ils sont eux-mêmes et qui s'est construit au fil de décennies, qu'ils vont pouvoir accéder à arrêter de prendre en otage des clients en coaching. Mais quand vous en parlez, ça me fait beaucoup penser à Moni El-Kaïm qui en parle avec un autre vocabulaire, puisque lui, il parle plutôt de résonance plutôt que de transfert. Mais il insiste en tout cas sur la manière dont il est important de se connaître pour pouvoir repérer ce qui a plus rapport avec nous-mêmes qu'avec les clients ou les patients qu'on accompagne. Et je retrouve vraiment cette idée-là très forte chez vous et dans la manière dont vous accompagnez les coachs en devenir. Oui, c'est un travail, c'est sous ce signe-là que vous m'avez invité à démarrer l'entretien. C'est les correspondances entre mon histoire personnelle et ma destinée professionnelle. Il n'y a pas de destinée, il y a juste des répétitions. Et le mot de correspondance, c'est en systémique avec un thérapeute familial. Ah oui, j'ai raté, avant de faire des thérapies à scandale, gestalt et je ne sais plus quoi, j'ai fréquenté pendant de longues années un thérapeute familial, François Balta, qui me supervisait sur ma pratique de consultant conseil. Et avec lui, j'ai beaucoup appris. C'est là où j'ai rencontré, par la lecture, Guy Oslos, Moni El-Kaïm, Si tu m'aimes, ne m'aimes pas. Et le mot-clé dans la systémique, c'est les résonances, les effets de... Moi, je parle de correspondance, en fait. C'est qu'il y a dans ce que je veux au futur ou dans ce que je fais au présent, des effets de rémanence, au fond, de correspondance avec un passé lointain qu'il s'agit de découvrir. Mais c'est un travail d'enquêteur parce que ça ne prend pas la même forme.
ce qui s'est passé au passé et qui s'est souvent mal passé, qu'on va répéter au présent ou au futur, et pas terme à terme, on dit ça. Et donc, c'est tout un travail. Moi, je dirais aujourd'hui, si j'avais recréé mon métier, ou mon logo serait pas de changer, ce serait adopteundétective.com. Un détective privé, c'est un travail d'enquête sur qu'est-ce que je répète, bon sang, d'une correspondance enfouie, inconsciente. Et la systémique est passionnante pour ça, parce qu'elle nous met sur la piste de ce jeu de navette entre passé, présent, et éventuellement futur. Les coachs vont beaucoup travailler au futur. Demain, je rase gratis, ou je ne sais quoi, où je serai développé, où je serai aligné, disent-ils. Et du coup, André, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui seraient vraiment intéressées pour se lancer dans cette aventure, cette enquête de l'analyse, mais qui ne sauraient pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Voilà. Comment est-ce que, de manière assez simple et concise, on pourrait définir ce qu'est la psychanalyse et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver dans cette aventure? Il y a une plateforme enfin un outil, une communauté qui s'appelle My Job Glasses. En fait, alors je parle pas bien l'anglais, mais c'est une plateforme. Les lunettes professionnelles. Voilà, c'est des personnes qui sont installées dans un métier, je ne sais pas si on est vraiment installé un jour ou l'autre, qui décident, qui acceptent de répondre à des étudiants qui sont en recherche d'orientation. Voilà. Et donc, moi, je me suis volontiers inscrit sur cette plateforme et parfois, je suis sollicité par des étudiants qui me posent la question, mais voilà, je suis à un carrefour de ma vie, que vous êtes psychanalyste, comment avez-vous fait? Donc, ils me posent des questions que vous me posez et le comment faire. Je ne réponds pas à la question du comment faire, je réponds à la question je questionne le pourquoi au fond. Pourquoi vous voudriez aller vers un métier du soin, de psychologue, etc. Et donc, la clé ici, c'est je leur raconte au fond que c'est un travail pour devenir psychologue, clinicien ou psychanalyste. C'est un travail de longue haleine en fait. Donc votre question c'était qu'est-ce qu'il y a à découvrir ou comment ça se passe, c'est ça? Oui, mais peut-être également pour les personnes qui souhaiteraient aller consulter, mais du côté patient, pas forcément pour devenir psychanalyste. Là, c'est ceux qui souhaiteraient vraiment se lancer dans l'aventure de faire une analyse pour eux-mêmes. Oui, c'est une question clé parce que la réponse n'est pas simple en fait. C'est que la manière dont le patient, ou le client, on peut dire le client, peu importe, dont le candidat à une analyse va se présenter, il va présenter ce qu'il cherche au fond. Ce qu'il cherche fait symptôme. C'est ce qui se met en scène, en figure, qui fait symptôme, qui fait nœud, qui fait difficulté. Mais probablement que c'est de ça dont il s'agit, de craquer le code, de casser le code. Comment oser se départir? Voilà. Est-ce que ce client-là, ce patient-là serait prêt à lâcher un peu ce qui fait accroche pour aller comprendre, élucider comment il en est arrivé là, au fond? Qu'est-ce qui l'amène là? Pas tellement qu'est-ce qu'il va découvrir en analyse, mais plutôt, et c'est là où le travail commence, c'est qu'est-ce qui fait qu'il pose cette question maintenant, qui se pose cette question maintenant, sous cette forme-là, et avec cet analyste-là ou cette obédience-là. L'analyse, c'est être prêt à lâcher le symptôme. Mais pour le lâcher, il faut commencer l'aventure, comme vous dites, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est le plus difficile. C'est à ce moment-là que les défenses se dressent et c'est à ce moment-là que le symptôme s'enquiste, se met en forme dans la relation avec le psy. Vous m'aviez conseillé en off, pendant la préparation de notre entretien, un livre de Gérald Salem qui s'appelle Le combat thérapeutique et que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. J'y ai trouvé beaucoup de choses que je trouve assez vraies, notamment dans la manière dont, effectivement, peut-être qu'il y a un certain combat qui se mène dans l'espace de la thérapie, ou en tout cas le thérapeute peut se permettre, parfois, de ne pas systématiquement aller dans le sens du patient. Quand je dis ça, j'imagine à quel point ça peut paraître surprenant peut-être pour certaines personnes, mais parfois peut-être qu'il est nécessaire de dire ou de faire des choses qui sont un petit peu surprenantes. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai appris, vous savez, dans l'école de Palo Alto, quand ils ont commencé à faire de la thérapie et qu'ils travaillaient notamment avec les miroirs sans teint, qu'ils avaient pour habitude d'avoir écrit à l'intérieur de leur salle dans laquelle ils observaient les entretiens « Ne soyez pas dans la salle des trophées du patient ». Et ça, pour eux, en fait, ça voulait dire les patients, les clients, enfin nous tous, en fait, nous avons tous
des stratégies d'échec, des stratégies de mise en échec. Et quelque part, nos problèmes nous arrivent parce qu'ils jouent une fonction pour nous. Et peut-être qu'il y a un moment où le thérapeute doit se montrer un peu combatif, justement, comme le dit Gérald Salem, au moment où les défenses se dressent. Ouais, au moment où et je crois qu'elles se dressent en permanence, chaque séance est sous le signe des défenses, et tant celle de l'analyste, psychothérapeute, que de celle du patient ou client, en fait. Et donc, c'est un corps à corps provocatif qui suppose pour l'analyste d'être lui-même équipé en supervision, en contrôle, enfin peu importe, pour savoir que souvent, je parlais des coachs en les épinglant un peu, moi-même ce matin j'avais une séance de contrôle, et je sais que à chaque fois que je vois mon superviseur, mon contrôleur, c'est tous les 15 jours, une demi-heure, c'est très court, ça passe très vite, je sais que je vais découvrir une part de moi qui, alors que j'amène un cas dans lequel je m'empête, je me dépêtre, etc., je sais que c'est moi-même qui me coince à un certain endroit. Et donc ça suppose que moi-même, je puisse, par le détour d'un tiers, qui est un superviseur, me mettre au jour sur une espèce de tropisme, j'appelle ça une espèce de symptômes qui se convoquent en présence de chaque patient, plus ou moins, selon qui viennent taper à un endroit de mon histoire qui fait nœud, j'ai envie de dire. Je vois qu'on en arrive bientôt à la fin de notre entretien et il y avait vraiment une question qui me tenait à cœur, que j'avais envie de vous poser. C'était s'il y avait des découvertes qui avaient été importantes pour vous au niveau de la littérature. Je vous pose cette question parce que je retrouve vraiment chez vous quelque chose de très poétique. J'étais pas très réseaux sociaux jusque-là, et puis c'est vrai que j'y prends goût, notamment avec la chaîne YouTube et puis avec le fait de développer une communauté et de pouvoir interagir avec elle. Et je découvre toujours avec beaucoup de plaisir vos posts, vos stories, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, parce que je retrouve une grande poésie dans la manière dont vous écrivez. Je ne sais pas si la comparaison vous paraîtra pertinente ou non, mais je retrouve beaucoup de Romain Gary ou d'Olivier Bourdeau chez vous, notamment dans cette manière de dire des choses d'une manière simple, mais toujours un petit peu décalée, ou avec des ruptures de rythme, avec des choses qui, chez moi, provoquent de l'émotion. Donc voilà, je me posais vraiment la question de d'où ça venait, ce talent d'écriture que vous avez, s'il y a des personnes qui ont été influentes, parce que vraiment, je trouve que vous êtes un poète. C'est une forme de séduction, méfiez-vous-en. C'est une forme d'entourloupe pour enrober l'autre, l'halluciner. Vous parliez de MDR, c'est peut-être ma manière de faire le MDR par l'écrit. Non, alors quand vous parlez, je me dis, mais quel est l'auteur qui, du plus loin qu'il m'en souvienne, m'a touché. Et je reviens à mon adolescence, tout à l'heure que j'ai décrite sous le signe de la soumission ou de la rébellion. Et en fait, non, à l'époque, il n'y a pas que ça. Il y avait deux auteurs qui m'ont vraiment marqué, Boris Vian, L'écume des jours et L'automne à Pékin, enfin des ouvrages moins connus, et André Breton, un surréaliste. Et donc, et puis après, ce fil-là de la poésie, donc c'est un univers onirique, mais qui décrit une réalité. Pour André Breton, c'est de l'écriture automatique. Donc, j'ai fait le lien, je me suis dit, l'écriture automatique, c'était déjà une manière d'aller dans l'inconscient par les associations libres, au fond. Et pour Boris Vian, dans L'écume des jours, L'automne à Pékin, enfin, où j'irai cracher sur votre tombe, parce qu'il avait aussi un pseudo, Vernon Sullivan, il y avait une forme de tragicomédie, en fait, dans ses écrits. Et puis après, quand j'étais dans le monde du conseil, du coaching, il y a Christian Bobin qui m'a beaucoup marqué sur le fil de la poésie. Et aujourd'hui, je préfère les romans. En fait, je lis plus de poésie, mais je parlais de climax tout à l'heure, c'est Reverdy, Thomas B. Reverdy, je ne sais pas pourquoi B, ça doit être un prénom, mais qu'il le met sous forme d'initiale. Et le roman de lui qui m'a touché, qui est très poétique, qui s'appelle Les Évaporés. Qu'il a publié il y a 8 ans, je crois. Et cet auteur-là, comme d'autres, dans Climax, son roman du moment, il décrit l'effondrement climatique. Et pourtant, il y a de la poésie. Donc, c'est vrai que j'aime bien la littérature qui a une fibre poétique. C'est Kundera qui disait, je vais sans doute mal le traduire, mais j'ai vu ça sur Instagram l'autre jour. Kundera disait quelque chose de l'ordre de « Il est possible que chaque être humain est dans une zone de son cerveau une part engrammée des expériences les plus sensibles qu'il a vécues et qu'il peut retrouver par la littérature. » Voilà. Et je me dis, tiens, le travail d'analyse, il est de pouvoir retrouver les parts de nous les plus sensibles qu'on a engrammées quelque part et qui nous permettent de retrouver le code source de notre humanité, au fond, dans la bestialité, dans la violence, tout autant que dans la légèreté.
c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à écouter André de Châteauvieux. Je vous incite vraiment à aller le suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir bénéficier de toute cette poésie du quotidien dont on parlait dans cet épisode. Je vous rappelle que je vous mettrai des liens dans la description du podcast pour pouvoir vous procurer ces livres. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode en compagnie d'un thérapeute. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.